Beaucoup Jean-Marc, mais c'est moi qui vous remercie les Anneaux de la Mémoire et l'Université de Nantes de m'avoir invité donc à parler de l'Afrique dans la construction de l'espace atlantique que j'ai intitulé Espace d'esclavage, espace culturel. Alors, mon intention est d'essayer de montrer l'importance des transformations et le rôle joué par les Africains qui ont été bien entendu des victimes de la traite, mais qui ont été aussi des acteurs ou des récepteurs de la situation atlantique dans le temps long, c'est-à-dire en commençant avec, je ne parlerai que de la traite atlantique, il y en a eu d'autres, mais je ne parlerai que de la traite atlantique qui quand même concerne particulièrement la ville de Nantes, bien que je ne parle pas de Nantes du tout, parce que je vais parler de l'Afrique, de l'Atlantique, un petit peu de l'Amérique, mais très peu, parce que ce qui m'intéresse, étant spécialiste d'histoire africaine, c'est ce qui se passait en Afrique occidentale, en particulier à cause de cette traite atlantique. Alors je la prends à ses débuts, et même avant que l'Amérique ne soit découverte, pour aller jusqu'à sa fin, c'est-à-dire la fin du XIXe siècle. Et pour les débuts en particulier, comme je suis spécialiste, moi, d'histoire dite contemporaine, c'est-à-dire essentiellement 19e et 20e siècle, je m'appuie sur le travaux des autres, et je suis d'autant plus impressionné que ces autres sont là, et que donc je les ai copiés, et j'espère que je les ai copiés, résumés, disons, très brièvement dans mon intervention, sans trop les déformer. Il s'agit évidemment du professeur Ibrahim Atioub et aussi d'Antonio Mendes de l'Université de Nantes, que je remercie tout particulièrement d'avoir participé à mon invitation. Alors, donc, je vais parler du temps long, et dans une première partie, je vais essayer de tracer la périodisation des transformations de tout ordre, mais je vais insister sur les transformations sociales et culturelles du côté africain à cause de la traite atlantique, en périodisant finalement trois grandes périodes. Les débuts, c'est-à-dire l'époque où l'espace atlantique est un espace essentiellement et exclusivement luso-africain, africano-portugais, je peux dire, si on regarde la majorité et la minorité qui agissent sur les côtes africaines, c'est-à-dire le XVe siècle avant la découverte de l'Amérique. Il ne faut pas oublier que les Portugais ont débarqué à Ceuta, au nord du Maroc, en 1415, qu'ils sont arrivés à proximité du cap de Bonne-Espérance en 88, je crois, qu'ils ont franchi le cap en 1498. Donc tout le XVe siècle a consisté à explorer et à rentrer en contact avec les Africains de la côte occidentale, de l'ensemble de la côte occidentale d'Afrique, et ceci en périodisant, effectivement, et que l'Amérique n'a été atteinte, enfin les Caraïbes n'ont été atteintes qu'en 1492 pour Haïti, que les Espagnols ont rebaptisé Hispaniola, et 1498 pour le continent. C'est-à-dire que pendant un siècle, pratiquement, le XVe siècle, l'Atlantique, c'était l'ouest, excusez-moi, pas que je dise de bêtises, l'est de l'Atlantique et la côte ouest de l'Afrique dans ses rapports avec le Portugal. Et puis ensuite, il y a la grande période, disons, de ce que j'appellerais de créolisation double, qui va créer justement cette culture atlantique, qui est un mélange extraordinaire, où les Africains jouent leur rôle, pour arriver à une rupture et un changement assez caractéristique au XVIIIe et au XIXe siècle, surtout au XIXe siècle, avec ce que je qualifierais de production industrielle d'esclaves, industrielle entre guillemets, bien entendu. Et puis, je voudrais en arriver ensuite, à partir de ce que j'aurais exploré, et selon le temps qui me restera, qu'est-ce que c'était qu'être esclave en Afrique, parce que une des hypothèses est de dire que l'esclave ne s'est pas fabriqué aux États-Unis,
ou dans les Caraïbes, enfin aux États-Unis au XIXe siècle, mais dans les colonies diverses avant en Amérique, dans les Amériques. Il s'est fabriqué évidemment dans la traversée qui était longue, de l'ordre de 2 mois, et il s'est fabriqué aussi sur les côtes africaines, et il s'est fabriqué aussi au moment de sa prise comme esclave à l'intérieur de l'Afrique, où il était probablement, où il était souvent déjà esclave dans sa propre société. Pas toujours, mais probablement assez fréquemment. Donc vous avez toute une transformation de statut d'esclave. Être esclave en Afrique, dans une société africaine, être esclave en Amérique, c'était pas du tout la même chose, mais c'était quand même être esclave. Donc il y a quand même un point commun. Alors, tout ça pour vous montrer que la construction de l'espace atlantique a été une très longue affaire, et une affaire qui n'a pas toujours été égale à elle-même. Alors donc, la périodisation, cette première étape de la construction de l'Atlantique, qui est constituée par... Merci, je prends ma montre pour me surveiller, mais j'ai du mal à le faire. Excusez-moi. Merci. Donc, les Portugais occupent Ceuta en 1415, ils franchissent les côtes marocaines, le sud des côtes marocaines en face des îles Canaries en 1433 seulement. En 1434, ils s'avancent au-delà. Ah oui, alors la carte a disparu, il faut que je la retrouve. Merci. Merci. Et il faut que j'appuie là-dessus aussi pour... Alors, voilà, j'y arrive. Donc ils arrivent au nord en 1415, et ça n'est que dans les années 1430-1440 qu'ils sont dans cette région, c'est-à-dire la Sénégambie. Vous voyez l'île de Gorée qui est installée là, et ça ne sera qu'en 1475 qu'ils arrivent au fond du golfe de Guinée, et donc dans les années 1480 qu'ils arrivent en face de Luanda. Vous voyez, ça prend tout le siècle. Donc leurs activités commerciales vont évidemment varier, et les contacts vont varier suivant les époques. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais j'en parlerai d'autant moins qu'Antonio Mendes a été le premier à explorer la question, qui a été explorée par d'autres chercheurs. Vous aurez une conférence de Toby Green à la fin de cette année, enfin du cycle, qui vous l'exposera mieux que moi. Les Portugais, donc, s'installent et commencent assez rapidement à faire le commerce. On a des auteurs portugais ou italiens, parce que là aussi, j'ai pas le temps d'en parler, mais il y a un lien très fort entre les capitaux qui viennent surtout du monde méditerranéen, qui était si actif avant la découverte des côtes atlantiques par les Portugais, entre la finance vénitienne ou génoise et le commerce qui va se mettre en place avec l'aide des banquiers italiens par les Portugais du côté de l'Atlantique, dont, contrairement à ce que les historiens pensaient, il y a le monde méditerranéen qui prend fin avec la découverte de l'Atlantique. Ben non, le monde méditerranéen a nourri en fait le passage vers le monde atlantique, du côté occidental, mais du côté africain aussi, parce que ce qui est très intéressant, c'est que les premiers Portugais qui arrivent le long de la côte sénégambienne, juste au sud du Maroc, même immédiatement au sud du Maroc, dans ce qu'ils vont appeler le Rio des Oros, parce qu'ils veulent y acheter de l'or, et de l'or qui vient d'Afrique au sud du Sahara. Les Portugais rencontrent donc là des gens qu'ils connaissent déjà par la Méditerranée, c'est-à-dire ce que les Occidentaux appelaient les Maures, qui étaient en fait des berbérophones, qui faisaient le commerce transsaharien depuis longtemps, y compris le commerce des esclaves, et que les Méditerranéens, les Portugais, les Espagnols, les Italiens connaissaient donc de par la Méditerranée. Ce n'était pas une découverte totale. Donc les premiers Maures qu'ils rencontrent sur la côte, ils leur demandent de l'or, ils les capturent aussi,
mais il capture un chef qui négocie, qui dit « mais non, il ne faut pas me prendre, moi je suis un mort, je suis... je fais partie de cette activité transsaharienne, je suis un homme libre, je suis quelqu'un d'important et je vous donne 5 esclaves à ma place, noirs, et vous y avez avantage. » Et finalement, il va y avoir une négociation entre le Portugais qui va libérer 3 de ses morts contre 10 esclaves qu'ils vont échanger peu de temps après contre de la poudre d'or, à nouveau des plumes d'autruche, une peau de berbe. Il s'agit en réalité de berbères que les Français, beaucoup plus tard, au temps de la colonisation, appelleront des Touaregs, mais qu'à l'époque, les Européens appellent les Maures, M-A-U-R-E. Et donc ça, c'est tout à fait le début. C'est en 1460 que les Portugais arrivent sur la côte de l'Or, ce qu'ils appellent la côte de l'Or parce qu'il y avait précisément des mines d'or dans l'arrière-pays de ce qui est devenu aujourd'hui l'État du Ghana, qui était la colonie de la Gold Coast. Vous la voyez aussi là, voilà, Elmina. Elmina, ça a été un comptoir de commerce créé par les Portugais au XVe siècle, qui s'appelait Saint-Georges de la Mine, créé en 1486. Pour faire la traite de l'or beaucoup plus que de la traite des esclaves à l'époque. Mais les Portugais faisaient quand même la traite des esclaves, non pas pour l'envoyer en Amérique, l'Amérique n'existait pas encore pour les Portugais, mais d'une part pour faire du cabotage le long des côtes entre les différentes chefferies côtières, prenant des esclaves, achetant des esclaves dans un coin, apportant les esclaves dans un autre coin, parce que c'était des sociétés qui pratiquaient aussi l'esclavage, non pas du tout aussi intensivement qu'au XIXe siècle, mais l'esclavage existait dans les sociétés africaines comme il a existé dans toutes les sociétés du monde pré-industrielles et pré-technologiques, je dirais. Le seul instrument de travail étant justement le travail humain, et la façon la plus simple de mettre un instrument de travail au travail, c'était de le posséder, et donc d'avoir des esclaves. Donc l'esclavage est véritablement un phénomène généralisé dans les débuts de toutes les sociétés, et il existait dans les sociétés africaines comme il a existé en Europe il a existé en Europe justement jusqu'à la fin du Moyen-Âge et même au-delà. Vous avez sans doute entendu parler de la peste noire au milieu du XIVe siècle, qui a décimé les Européens, on manquait beaucoup de force de travail, et on les faisait venir, ces travailleurs, ces esclaves, qui étaient toujours utilisés, surtout d'Europe de l'Est. C'était des esclaves blancs à l'époque, mais Constantinople ayant été conquis par les Turcs en 1453, le marché d'Europe de l'Est devient fermé pour les Européens de l'Ouest, donc ils doivent acheter des esclaves qui arrivent par le Sahara, sur la Méditerranée, où ils sont très chers. Donc le fait que les Portugais puissent acheter des esclaves par l'Atlantique devient très intéressant. Et les premiers esclaves tout au long du XVe siècle non américains, achetés par les Portugais le long des côtes d'Afrique progressivement, vont être débarqués au Portugal et du Portugal être vendus en Espagne, en Italie et dans le sud de la France. Alors c'est un domaine extrêmement intéressant qui vient seulement d'être exploré du côté français, en particulier par Antonio et par d'autres, parce que ce sont les sources portugaises, évidemment, qui révèlent ce type d'activité beaucoup plus que les sources françaises. Donc il y a une traite des esclaves qui se met en place à cette époque, une traite des esclaves qui, je dirais, repose sur peu de personnes, peu de marchands, mais des marchands importants. Et il va y avoir un événement très important qui est aussi la reconquête
ce qu'on a appelé la reconquête catholique de la péninsule ibérique, des rois catholiques espagnols sur le royaume de Grenade. 1492, les musulmans quittent le sud de l'Espagne, et à partir de ce moment-là, les rois très catholiques, comme leur nom l'indique, décident que seuls les catholiques ont le droit d'exister dans le royaume d'Espagne, et donc interdisent toutes les autres religions, et en particulier l'islam, bien entendu. Il reste quand même pas mal de musulmans. C'est pas parce que les souverains sont partis de Grenade que tous les paysans musulmans du sud du royaume de Grenade sont partis, donc il y a un certain nombre de musulmans qui sont restés. Il y a aussi une population juive importante, beaucoup de pauvres, mais quelques riches financiers. Tout ce monde-là est interdit désormais et vont être connus sous le nom de nouveaux chrétiens, parce qu'ils n'ont d'autre choix que de se sauver, de partir, ou de se convertir. Alors quand ils partent, au démarrage, comme l'interdiction des religions autres que catholiques intervient une vingtaine d'années plus tôt en Espagne qu'au Portugal, ils vont d'abord partir au Portugal. Et c'est ainsi qu'il y a, vers la fin du XVe siècle, 10 000 juifs espagnols qui se réfugient à Lisbonne en espérant qu'ils vont pouvoir partir. Ils ne vont pas pouvoir partir, et c'est absolument dramatique parce que on ne les autorise à partir que s'ils laissent leurs enfants de 14 ans pour que ces enfants soient confiés à des familles chrétiennes. Alors il y en a beaucoup qui se suicident, qui meurent, enfin c'est tout à fait catastrophique. Et puis ceux qui peuvent s'échapper vont chercher des zones de climat comparables. La plupart de ces nouveaux chrétiens sont de l'Algarve, du sud du Portugal. Ils cherchent donc, ils partent vers l'Afrique du Nord, les côtes marocaines, ou des îles qui jusqu'alors n'étaient pas peuplées au fur et à mesure des découvertes portugaises. C'est le cas des îles du Cap-Vert, qui sont au large du Sénégal, où donc ces îles étaient désertes. Et c'est un noyau extrêmement important de diffusion culturelle de cette créolisation atlantique, parce que cette île est déserte, ceux qui arrivent sont des hommes, ce sont des Portugais. Parmi ces Portugais, on peut estimer qu'il y avait peut-être une cinquantaine d'hommes d'affaires. Sur ces cinquantaines d'hommes d'affaires, il y avait peut-être la moitié qui étaient des nouveaux chrétiens. Mais alors ces nouveaux chrétiens, on les connaît très bien parce que l'Inquisition qui est instituée à ce moment-là, l'Inquisition ne croit pas aux nouveaux chrétiens. L'Inquisition est convaincue que tous les nouveaux chrétiens n'ont pas renoncé en réalité à leur religion et par conséquent font des procès très importants à tous ces nouveaux chrétiens, hommes d'affaires, les importants bien entendu, les pas importants on ne s'en occupe pas, mais les hommes d'affaires on s'en occupe où qu'ils soient, et en particulier au Cap-Vert, parce que le Portugal met la main sur les îles du Cap-Vert. Les archives de l'Inquisition sont formidablement utiles aux historiens parce qu'elles permettent de connaître toute l'histoire de ces premiers négociants. Tout ça est donc très très assuré par les recherches. Or, quelle que soit leur origine, ces premiers Portugais sont des hommes. Ils ont besoin de femmes, ils vont les chercher sur la côte, ils achètent des femmes esclaves, ils les amènent aux îles du Cap-Vert, ils font des enfants, et dès le départ, la population du Cap-Vert est une population créole. Tout de suite. À la première génération, ce sont déjà des métis qui vont être de plus en plus foncés au fur et à mesure que l'importation, disons, d'Africains de la côte devient important. Et ce milieu créole capvérien qui se met en place tout au long du XVe siècle, donc qui est précoce, va commencer à la fin du XVe siècle à s'installer sur les côtes sénégambiennes en face, de façon à organiser mieux leur commerce. Et on arrive à la constitution d'un ensemble, que je dirais créolisé, qui se disent portugais, parce qu'ils parlent la langue portugaise,
mais dont plus personne ne sait de quelle nationalité ils sont à l'origine, parce que ils sont de souche africaine, de souche portugaise, ils peuvent aussi être d'autres origines, ils peuvent être d'origine arabe. Tout ce monde-là, finalement, s'entend pour faire le même travail, soit dans les îles, soit sur la côte, et on avançant de plus en plus vers le fond du golfe du Bénin, le long de la côte aussi de la côte de l'Or. Et c'est une époque où, disons, ce ne sont pas des relations égalitaires, bien entendu, il y a déjà le sentiment de supériorité blanche par rapport aux Noirs, etc. Mais il faut penser aussi que ces Portugais qui arrivent sont en nombre très limité, qu'ils n'ont pas le choix, ils peuvent pas. Au début, ils ont essayé de faire des rapines, comme je vous le racontais, ils ont saisi 3 morts pour en faire des esclaves et ils ont négocié. Finalement, les morts, on les a échangés contre des esclaves. Eux-mêmes. Donc, il faut négocier. Ils négocient donc avec des chefs locaux. Et il faut se représenter la côte et l'arrière-pays, l'immédiat arrière-pays africain de l'époque, non pas comme un pays, mais une partie de continent. Je rappelle que l'Afrique est grande comme 3 fois les États-Unis, c'est immense, que les pouvoirs sont tout à fait définis, les pouvoirs politiques sont tout à fait organisés, mais sont relativement limités ne serait-ce que par les moyens de transport. C'est-à-dire que les surfaces dominées par une chefferie ou par un royaume, sauf dans les cas d'empire qui existent aussi, sont relativement limitées. Donc il y a beaucoup d'États indépendants les uns des autres, et ce ne sont pas parce qu'ils sont noirs qu'ils sont frères. Je donne toujours comme exemple, c'est pas parce que les Allemands et les Français sont blancs qu'ils ne se sont pas fait la guerre. C'était des États différents. On a la notion d'une différence et d'une unité que lorsqu'il s'agit d'une minorité par rapport à une majorité. Donc on peut penser en Europe, les Noirs sont tous frères. Ben non. Pour vous donner un autre exemple, j'ai beaucoup enseigné dans des universités américaines et les Africains-Américains, les jeunes étudiants Africains-Américains me demandaient toujours, parce que le racisme de couleur est très fort aux États-Unis, comment c'est le racisme anti-noir en Afrique? Noir, on disait. Je riais, je leur disais, c'est pas du racisme anti-noir, tout le monde est noir, alors on n'est pas raciste contre soi-même. Ça ne veut pas dire que le racisme n'existe pas, mais c'est un racisme différent. Et par conséquent, y compris quand on entend mais comment ils se vendaient les uns les autres, ils étaient tous frères, mais ils n'étaient pas frères du tout. Ils faisaient partie d'États différents et ils se faisaient la guerre. Et lorsqu'ils se faisaient la guerre, ils faisaient des prisonniers qui étaient, et ça Ibrahima Tioub l'a très bien montré, pas nécessairement des soldats adverses, mais on allait piller les voisins, on allait piller les villages, on ramassait dans les villages les pauvres, ceux qui étaient restés, ceux qui ne savaient pas se défendre, c'est-à-dire souvent déjà des esclaves, des dépendants, des castés, des gens de peu. On ne prenait pas évidemment les vieillards parce que ça c'était pas rentable, on prenait les femmes parce que ça c'était très important. Et on allait les négocier contre les produits dont on avait besoin. On les négociait du côté avec les négociants qui descendaient de la vallée du Niger et du Sénégal, qui étaient des groupes de commerçants islamisés à partir du XIIe siècle et qui, par conséquent, étaient doublement étrangers, parce que c'est une époque où l'islam n'était pas largement populairement répandu en Afrique de l'Ouest. Donc ces populations du fleuve Niger, ces peuples du fleuve Niger, dont la profession était d'être commerçants, descendaient vers le sud pour acheter des esclaves et pour offrir, ou acheter de l'or et offrir des produits venant du nord en échange, et en particulier du sel, qu'il apportait du désert, qui était très important à l'époque. On les appelait les dioulas. Les dioulas, ça voulait dire des commerçants.
il y en avait d'autres. Ben, les Portugais, ils étaient un peu différents des autres puisqu'ils étaient musulmans justement. L'islam était bien descendu à la hauteur du Sénégal, mais plus au sud, c'était pas encore l'islam. Donc c'était des groupes d'une corporation marchande étrangère, musulmane, donc doublement étrangère. Alors les Portugais arrivent, eux, ben, c'est une corporation marchande chrétienne. C'est une autre corporation marchande, du même genre, mais un peu différente. Donc on les accueille aussi, on fait affaire aussi avec eux. Dans un cadre où ces affaires étaient multiples. Il y avait des esclaves, il y a quand même, on estime quand même que les Portugais ont importé au Portugal, les diffusant en Europe méridionale, 150 000 esclaves au XVe siècle et encore probablement 150 000 au XVIe siècle. Donc c'était pas rien. L'importation des esclaves a cessé au Portugal lorsqu'elle a été interdite. L'importation au Portugal a été interdite, l'importation des esclaves, mais pas la traite des esclaves atlantiques, mais la traite des esclaves à destination du Portugal a été interdite en 1761, je me trompe peut-être de quelques années, je vois Antonio qui lève la tête, il dit oui, bon, je ne me trompe pas, à la fin du XVIIIe siècle. Donc, vous avez là tout un milieu commerçant, marchand, qui se connaît bien, qui pratiquent ensemble, qui ont des intérêts différents évidemment, qui sont éventuellement... il y a des refus aussi, par exemple, à l'embouchure de la rivière Casamance au sud du Sénégal, il y a des petites principautés dans le delta, des petites chefferies d'Iola qui vont refuser pendant tout un temps de vendre les esclaves et qui vont au contraire les Portugais essayant d'avoir des contacts avec les chefferies de l'intérieur vont un peu les tuer au passage. Mais finalement, ils vont aussi rentrer dans le système parce que c'était le moyen d'obtenir les produits qui les intéressaient. Les produits qui les intéressaient, c'était essentiellement du fer, des armes, éventuellement des armes à feu, de façon aussi à se défendre contre les voisins. Et plus on fait de la traite ravissant des hommes, et plus évidemment on a tendance à vouloir attaquer les voisins et à se défendre contre les voisins. Et on se rend compte que dans toute cette période, la plupart des esclaves, enfin, il ne faut pas exagérer, mais beaucoup, dans les récits d'esclaves que nous avons, parce que nous avons, à partir du XVIIIe siècle surtout, avant c'est vraiment très, très faible, mais on peut quand même imaginer ce que c'était avant, nous avons des récits d'esclaves qui ont été transportés, alors là, en Amérique, qui soit étaient déjà des lettrés arabes avant de partir, donc qui pouvaient écrire ou raconter en arabe leur histoire, ou qui ont appris à écrire et qui ont pu raconter, écrire leur histoire en anglais surtout. C'est surtout du côté anglophone que l'on a recueilli ces récits. Qui sont des récits de la première génération, c'est-à-dire ce sont des esclaves qui peuvent raconter comment ils ont été capturés, comment ils ont voyagé, comment ils ont fait la traversée. Et on apprend énormément de choses par ces récits. On découvre en particulier qu'il y a une espèce de continuité entre la façon dont ils sont capturés au début, qui peut être très loin dans l'intérieur, dans l'arrière-pays, dont ils sont utilisés comme esclaves domestiques, je dirais, comme esclaves privés, et puis pour une raison ou pour une autre, ils sont vendus à un autre. Quelquefois, le voyage pour arriver jusqu'à la côte a pris plusieurs mois, voire plusieurs années, et ça n'est que 10 ans, voire 15 ans après la prise comme esclaves, qu'ils vont être vendus sur la côte et devenir des esclaves à destination de l'Amérique. Alors tout ceci est quelque chose de progressif qui fait... comme je vous le disais, que dans cette première phase, il y a une espèce de partenariat très minoritaire de part et d'autre, une minorité de Portugais
et une minorité d'Africains. Ça ne veut pas dire que tous les Africains ont vendu les autres, ça veut dire que les chefs de la côte qui étaient en contact avec des commerçants africains sont en général rentrés dans ce commerce qui leur permettait d'acquérir un certain nombre de produits qu'ils n'avaient pas autrement, en particulier des armes, de l'alcool et du fer. Et qu'ils pouvaient échanger contre un certain nombre d'autres produits, au premier chef de l'or et des esclaves. Alors cet or, c'est très important parce que on s'aperçoit que finalement les Portugais ont financé leurs premières expéditions grâce à l'or qu'ils trouvaient en Afrique. En particulier lorsqu'ils sont arrivés sur la côte de la mine, qui dit bien son nom, la côte d'Elmina, des mines d'or, ils ont créé Saint-Georges-de-la-Mine et que assez vite, la moitié de l'or importé au Portugal venait des côtes africaines. Alors c'est très important parce que les Portugais manquaient d'or à cette époque-là, justement, c'est pour ça qu'ils allaient en chercher, et qu'ils ont pu financer leurs expéditions grâce à l'or africain. Donc ils ont découvert les côtes de l'Afrique grâce à l'or qu'ils allaient trouver en Afrique aussi, à partir évidemment des années 1440. Et ils ont financé, en somme, en extrapolant un petit peu, je caricature un peu, mais ils ont financé leurs premières expéditions transatlantiques avec l'or africain. Donc ce sont les Africains qui ont financé, sans le savoir, la découverte de l'Amérique, si on peut dire. J'exagère un petit peu, mais enfin disons, c'est quelque chose qui est important. Et sans le savoir seulement, les chefs côtiers étaient très ouverts à ce genre de commerce et le savaient, au moins partiellement, de même que cette population métisse créolisée d'origine portugaise qui s'installe sur la côte, qui fait souche sur la côte et qui finalement a eu une influence intérieure très importante de par les ramifications commerciales qu'elle créait avec l'arrière-pays. Donc le petit nombre de gens directement impliqués dans la traite a eu une influence culturelle beaucoup plus forte et beaucoup plus large que ce petit nombre aurait pu, de proche en proche, que ce petit nombre aurait inféré au début. Ce qui fait qu'au XVIIe siècle, alors c'est un partenariat relativement égalitaire, relativement pareil, parce que de part et d'autre, on n'a pas le choix. Évidemment, du côté africain, on n'a pas le choix, mais du côté portugais non plus. Ou bien on fait ami-ami, ou bien on est massacré. Donc, c'est nécessaire de négocier pour faire des affaires. Tous les commerçants le savent. Mais à partir de là, je suis en train de perdre mon fil, mais enfin je vais le retrouver rapidement. À partir de là, vous avez donc un certain partenariat qui s'établit et qui va être rompu par l'intervention d'une période différente qui s'amorce avec le XVIIe siècle, la fin du XVIIe siècle, qui va surtout se développer au XVIIIe siècle, qui est la demande américaine. Alors la demande américaine, elle va apparaître dès le début du XVIe siècle, mais elle ne va se développer qu'avec le transfert de la culture de la canne à sucre. Alors là aussi, c'est un apport africain, dans la mesure où la canne à sucre, elle vient d'Orient, elle vient de l'Inde, elle traverse la Méditerranée. Les premières grandes plantations de canne à sucre qu'on connaît en Occident sont en Égypte. Et finalement, les Portugais ont l'idée d'expérimenter la canne à sucre dans des îles qui sont au fond du golfe du Bénin, l'archipel de Sao Tomé, qui là aussi est elle est repartie. Voilà. L'archipel de Sao Tomé qui est, voilà, qui se trouve ici à peu près, qui est au fond de quand je dis le golfe du Bénin, c'est ça. Donc il y a la côte de l'or, et puis il y a la côte des esclaves proprement dite, qui va devenir très importante dans la deuxième moitié du XVe siècle, entre Elmina et Calabar, disons, et au large du Cameroun actuel, vous avez un archipel non habité,
Un petit peu le même phénomène qu'aux îles du Cap-Vert va se produire, mais de façon différente. Les Portugais introduisent la canne à sucre. La canne à sucre est demandeuse d'énormément d'esclaves et les Portugais vont aller acheter ces esclaves sur la côte du sud du Nigeria actuel, sur la côte congolaise. Et très vite, la canne à sucre va donner l'occasion de plantations esclavagistes dans les îles de São Tomé, et c'est à São Tomé que les Portugais mettent au point les plantations sucrières telles qu'ils vont ensuite les exporter au Brésil. Donc c'est là encore du côté africain qu'est mis au point ce système esclavagiste. La canne à sucre va se développer énormément au Brésil dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, dans les Antilles britanniques et puis françaises tout au long du XVIIIe siècle, et finalement à Cuba dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et va se poursuivre jusqu'au milieu du XIXe siècle, tandis que, mais ça sera seulement et assez différent dans la première moitié du XIXe siècle, vous avez l'esclavage du sud des États-Unis, qui est l'esclavage de plantation de coton. La demande en esclaves est faite, va croître proportionnellement et parallèlement à l'extension des plantations de canne à sucre brésiliennes, antillaises, américaines. Parce que la canne à sucre est une plante qui demande énormément de main-d'œuvre, que les Indiens n'ont pas supporté d'être mis en esclavage, ils sont morts comme des mouches parce que on était au XVIe siècle, et donc les conditions sanitaires et l'importation de nouvelles maladies comme la variole a fait immédiatement des ravages, que les Portugais, les Espagnols, qui étaient les premiers arrivés, plus les Hollandais, à l'époque, ce n'était pas encore les Britanniques et les Français qui n'apparaissent qu'au XVIIe siècle surtout, et les Danois, qui était une puissance maritime importante du nord de l'Europe à l'époque, s'aperçoivent que les Africains, on dit toujours ça dans les histoires que l'on apprenait à l'école, résistent mieux. Ben, ils résistent mieux, il y a des raisons pour ça. Parce que ce sont des sociétés qui sont majoritairement des sociétés rurales, paysannes, qui savent bien travailler la terre, qui vont adapter aussi pas mal de leur savoir en Amérique, et en particulier ce sont les Africains qui apportent avec eux le riz. On dit toujours les Américains, les Portugais ont apporté d'Amérique le manioc et le maïs, mais les Africains ont apporté en Amérique le riz. Or, la nourriture de base en Amérique centrale, en Amérique du Sud, au Brésil, c'est le riz aux haricots. Alors, les haricots étaient d'origine américaine, mais le riz arrivait d'Afrique. Il arrivait d'Asie, enfin il était passé par l'Afrique avant d'aller en Amérique. Et ce sont essentiellement la traite des esclaves et les esclaves qui ont apporté le riz et le savoir pour cultiver le riz aussi. C'est là que j'en viens. S'ils ont survécu aussi, c'est qu'ils avaient un savoir agraire qu'ils ont pu adapter en Amérique pour survivre tous les mauvais traitements qu'on leur faisait subir là-bas. Attendez, vous ferez un petit quart d'heure. Donc je vais arriver après cette phase. Alors, si ce que je voulais dire sur cette phase du XVIIe, XVIIIe siècle, grosse intensification de la demande en esclaves, donc pouvoir croissant de chefs africains côtiers qui créent véritablement des petits royaumes dont l'économie est fondée sur l'alternance entre l'agriculture en période de pluie et la guerre en période de saison sèche, parce que là on peut circuler, et la guerre contre des petits États voisins qui va leur permettre de razzier des esclaves qu'ils vont pouvoir vendre sur la côte
en échange des armes qui vont leur permettre de faire la guerre l'année suivante. Donc vous avez des formations politiques africaines qui répondent tout à fait sur le plan interne, le royaume d'Abomey, de toute façon, je n'ai pas le temps de parler d'autres parce que c'est plus nuancé que ça, mais vous avez toute une série de formations politiques qui sont fondées sur une alternance de guerre et de commerce où le trafic des esclaves joue un rôle de plus en plus important, soit sur le plan interne, soit pour la traite atlantique. C'est caractéristique, cette intensification est caractéristique du XVIIe et du XVIIIe siècle, et cette intensification de la traite du côté européen, qui est prise en main à ce moment-là par les Britanniques et les Français, va faire naître du côté européen l'idée que les Noirs sont les seuls esclaves possibles, donc que tous les esclaves sont noirs et que les Noirs peuvent être esclaves, ce qui n'était pas le cas avant, et par conséquent que les Noirs sont inférieurs. Donc vous avez un sentiment anti-noir d'infériorisation du noir par l'esclavage qui crée ce que les anglo-saxons appelaient la color bar, c'est-à-dire le fait que les blancs sont supérieurs et que les noirs sont inférieurs. Ça devient très fort à partir du XVIIe siècle, et donc ce partenariat relativement donnant-donnant de la période précédente, il continue avec les chefs africains plus importants qui se développent grâce à leur trésor de guerre au XVIIe ou au XVIIIe siècle, mais s'il ne s'agit plus de rapports égalitaires du tout du côté des Anglais et des Français, ce qui fait que quand les Français et les Anglais vont arriver plus tard à l'intérieur, en Sénégambie par exemple, ils vont rencontrer des Africains très noirs qui leur disent « nous sommes portugais ». Et on a des échos de sources anglaises du XVIIIe siècle qui disent « mais qu'est-ce que c'est que ces gens, ils sont dingues, ils disent qu'ils sont portugais ». Parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Parce que ce sont des héritiers lointains de ce premier mixage, de cette créolisation qui a été intégrée, qui a fait qu'il y a eu effectivement à l'intérieur, comme je vous disais, une diffusion culturelle importante qui est complètement niée par les nouveaux arrivants européens de la période suivante. Mais alors, à partir de là, vous avez une rupture très forte des situations d'esclavage en Afrique à partir de la fin du XVIIIe et de la première moitié du XIXe siècle. La traite atlantique, officiellement, est supprimée, interdite, la traite, non pas l'esclavage, mais la traite atlantique, c'est-à-dire le commerce des esclaves, est interdite par les Britanniques, d'abord par les Danois un peu avant, mais les Danois ne sont plus une puissance maritime, à ce moment-là, ça ne compte pas, en 1807. Et comme les Anglais, les Britanniques triomphent de Napoléon en 1815, ils font reconnaître par l'ensemble des puissances européennes, et en particulier par la France, l'interdiction de la traite atlantique en 1815. En dépit de cette interdiction, les chercheurs ont montré que la période maximum de la traite atlantique, elle s'allonge de 1760 à 1840. C'est-à-dire que moitié du temps, elle était légale, donc on a des sources très officielles pour travailler, dans les ports, les rapports de bateaux, en fait, tout ce qu'on peut trouver dans les archives nantaises, et pour moitié clandestine. Ça veut dire que la traite a continué tant qu'il y avait des marchés pour les esclaves. Et ces marchés continuent à exister parce que l'esclavage, lui, continue à exister dans les colonies européennes. L'esclavage a été supprimé par les Britanniques en 1800, c'est variable, enfin la loi d'origine est 1833 et ça s'allonge jusqu'en 1838, c'est les premiers. Ce qui explique pourquoi d'ailleurs, ce qui est une des raisons pour lesquelles en Afrique du Sud, à ce moment-là, vous avez un départ des anciens colons néerlandais qu'on appelait les boers à l'époque, les africanaires aujourd'hui, de la colonie du Cap vers le nord pour conquérir l'intérieur. En fait, c'est parce qu'ils n'acceptent pas la suppression de l'esclavage par les dominants britanniques d'Afrique du Sud, qui datent de 1836. Donc en 1837, ils partent avec armes et bagages pour repousser les Africains vers l'intérieur. Les Français, comme vous le savez, suppriment l'esclavage en 1848.
Les Américains, la guerre de sécession, c'est 1863, les dates sont dans le mémorial de Nantes. À Cuba, c'est 1879-1880. Au Brésil, la fin de l'esclavage, c'est 1888. Ça veut dire que jusqu'à la fin du XIXe siècle, vous avez un marché pour vendre des esclaves. Eh bien, quand on ne peut pas faire du commerce officiel, on fait du commerce de contrebande. Et donc, la traite atlantique, finalement, elle est finie parce qu'il n'y a plus rien à faire à la fin du 19e, mais elle est très importante jusqu'en 1840-1850 pour une bonne raison, parce que les Anglais sont des gens pragmatiques, ils s'entendent bien avec les Portugais, ils disent bon, la traite est interdite, mais elle est tolérée pour les Portugais au sud de l'équateur. Alors si on regarde le sud de l'équateur, bon, la carte est partie, mais ça quand même, vous savez, le sud de l'équateur, ben, d'un côté c'est le Brésil et de l'autre côté c'est l'Angola et le Mozambique, c'est-à-dire les domaines privilégiés. L'Angola c'est l'Onda, on le voit, c'est le domaine privilégié des Portugais. Et par conséquent, les Portugais sont les grands négriers du XIXe siècle. Et on estime maintenant que les départs africains vers l'Amérique, ben, presque la moitié sont partis ce qu'on appelle en droiture. Ça c'est aussi une conviction erronée des connaissances françaises, que la traite était toujours la traite ce qu'on appelle triangulaire, c'est-à-dire les bateaux partent de Nantes par exemple, et ils vont de ce qu'on appelle la pacotille, des marchandises qu'ils vont vendre sur les côtes africaines contre des esclaves, qu'ils emportent en Amérique, qu'ils échangent pour la mélasse, qui est le produit de la canne à sucre, qu'ils vont remporter pour les distilleries et les sucreries de Grande-Bretagne ou d'ailleurs. Ça, c'est le commerce triangulaire qui est caractéristique de l'Atlantique Nord. Mais dans l'Atlantique Sud, le commerce est un commerce facilité par les possibilités des vents. Là, c'est le spécialiste qui pourra me contredire, en droiture. Et 45%, c'est-à-dire directement de l'Angola, essentiellement, ou des côtes africaines, vers le Brésil. Et 45% du total des quelques 12 millions d'esclaves qui ont été débarqués, je veux dire pas embarqués, mais débarqués dans les Amériques par l'esclavage atlantique, auraient été des esclaves commercialisés en droiture, une bonne partie d'entre eux ayant été effectivement commercialisés dans la première moitié du XIXe siècle par les Portugais, qui ont la tolérance jusqu'en 1840, et le Brésil n'interdit la traite des esclaves en 1850. La traite, non pas l'esclavage, mais la traite des esclaves en 1850. Alors, il y a donc, dans la première moitié du XIXe siècle, une demande intensive d'esclaves de la part des Occidentaux, qui est doublée de la demande, alors il y a toujours les plantations de canne à sucre qui existent toujours, mais qui est doublée de la demande de travailleurs pour les plantations de coton du sud des États-Unis. Vous savez, les États-Unis ont été esclavagistes, le sud des États-Unis a été esclavagiste en 1863, origine de la guerre de sécession entre les nordistes et les sudistes. Or, le coton devient un produit essentiel dans le cadre de la révolution industrielle britannique qui, elle, commence à la fin du XVIIIe et surtout au début du XIXe siècle. Au début du XIXe siècle, ce qu'on appelle quelquefois la première révolution industrielle, c'est une révolution qui est industrielle fondée sur le charbon comme matière première et l'industrie textile comme industrie dominante. Industrie textile, drap de laine, alors là des moutons à laine on en trouve en Écosse, et coton. Et là le coton ne pousse pas en Europe. Donc le coton vient soit de l'Inde, colonie britannique, soit de l'Égypte, c'est du beau coton, soit du sud des États-Unis. Donc le coton américain devient une matière première essentielle de l'industrie textile au XIXe siècle, soit pour l'industrie du nord des États-Unis, soit pour l'industrie européenne. Donc, grand demandeur. Alors, si j'insiste sur cette question, c'est que c'est très important parce que ça montre sur le plan international, je sors un petit peu de mon sujet tel qu'annoncé, mais c'est très important. Ça veut dire que l'esclavage fait partie de la genèse du capitalisme industriel du XIXe siècle. De même que l'esclavage a fait partie dans le monde occidental de la genèse du mercantilisme
du XVIIe et du XVIIIe siècle, et que sans les esclaves africains, il n'y aurait pas eu d'industrie sucrière. On dit toujours, bon, l'industrie sucrière, c'est les plantations américaines et les distilleries, les fabriques briques. Mais s'il n'y avait pas eu la main-d'œuvre, sans main-d'œuvre, sans force de travail, on ne peut pas produire de canne à sucre. Et la force de travail, elle était africaine. Donc, les travailleurs africains ont été partie prenante de la construction de l'économie occidentale pré-19e siècle. Et de la même façon, l'esclavage américain du coton est partie prenante de la montée de la révolution industrielle elle-même. Et l'Afrique occidentale aussi, parce que cette révolution industrielle, elle a besoin de matières premières nouvelles. Ces matières premières nouvelles, c'est ce qu'on appelle les oléagineux tropicaux, huile de palme, huile d'arachide, qui permettent de faire des chandelles pour l'éclairage. L'électricité n'intervient qu'à la fin du XIXe siècle. Alors l'industrie, il y a besoin de beaucoup d'éclairage dans les usines. De l'huile pour huiler les machines. Alors les huiles animales ne conviennent pas, il faut des huiles végétales, des oléagineux tropicaux, et l'industrie textile a besoin de teintures. Et ces teintures, l'industrie chimique n'existera qu'à la fin du XIXe siècle, donc ces teintures sont des teintures qui viennent là aussi de matières tropicales. L'indigo, la noix de palme aussi sert pour une couleur brune. Les bois de teinture tropicaux, bois jaune, bois rouge, tout ceci vient d'Afrique, et tout ceci est absolument indispensable à la révolution industrielle anglaise et puis ensuite française et occidentale. Et évidemment, du côté africain, ça va provoquer, et ça va être mes dernières phrases parce qu'il faut que je m'arrête, ça va provoquer un changement, une intensification énorme de l'esclavage dans les sociétés africaines internes. Je vous ai dit, il y a toujours eu de l'esclavage dans les sociétés africaines, comme il y en a dans toutes les sociétés, mais ça devient, je dirais, une production industrielle d'esclaves, parce que la demande internationale est énorme et parce que la demande interne devient aussi énorme. Et pourquoi est-ce que la demande interne africaine devient énorme? C'est parce que c'est un effet pervers, je dirais. Il y a toujours, dans les meilleures intentions du monde, vous avez toujours des effets inattendus. On a toujours dit, pour supprimer la traite, moralement, c'est parfait. C'est merveilleux d'interdire la traite. C'est très important. Interdire l'esclavage, c'est encore mieux. Mais enfin, il a fallu quand même attendre un demi-siècle pour interdire l'esclavage. Interdire la traite, c'est très bien. Seulement, on n'a pas prévenu les marchands africains. Or, les réseaux s'étaient mis en place au cours des siècles à l'intérieur, au cœur de l'Afrique. On s'aperçoit ça par les récits d'esclaves qui sont pris du côté du lac Tchad ou au cœur de la RDC actuelle et qui sont transférés comme ça de proche en proche jusqu'à la côte. Tous ces réseaux-là, ils existent. Ils continuent à produire. On n'arrête pas une production entre guillemets, on n'arrête pas de production du jour au lendemain. Ou alors c'est la catastrophe et la banqueroute. En plus, ils ne sont pas au courant, parce que vous n'avez pas de bourse internationale pour les tenir au courant. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on en fait de ces esclaves? On ne peut plus les vendre à l'extérieur. Alors on les utilise. Alors on va les utiliser pour de la traite interne. Donc on va augmenter et on va s'en servir pour des productions nouvelles. Ces productions de matières premières, d'oléagineux tropicaux, de chasse aux éléphants pour produire de l'ivoire, etc. Donc on les met au travail en tant qu'esclaves et puis on s'en sert aussi comme soldats. Et donc il va y avoir de grands empires de conquête qui vont apparaître au XIXe siècle, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais ces empires de conquête passent leur temps à conquérir des terres, à mettre les habitants en esclavage et à incorporer un certain nombre de ces esclaves dans l'armée pour en conquérir d'autres. Donc vous avez des bouleversements politiques internes au XIXe siècle pré-colonial, parce que sauf en Afrique du Sud, la conquête coloniale n'intervient que, disons, dans la deuxième moitié ou dans le dernier tiers du XIXe siècle, qui sont des héritages politiques très importants des siècles précédents, et d'une part, et d'autre part, de l'intensification de cette traite et de la suppression d'un marché
qui fait que le marché va se reporter de l'Atlantique vers l'océan Indien d'ailleurs, à ce moment-là, puisqu'on ne peut plus vendre les esclaves du côté atlantique. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, il y aura vente d'esclaves du côté de l'océan Indien. Donc le XIXe siècle est un siècle fondamental dans l'histoire africaine aussi, et un siècle de rupture, indépendamment de cette autre rupture qui va être aussi un choc extrêmement dur, qui est le choc colonial, bien entendu, mais qui est dû à cette généralisation de ce qu'on peut appeler un mode de production esclavagiste, qui est le corollaire de tout ce que je viens de vous expliquer, et la suite de tous les antécédents, qui fait que les premiers colonisateurs estiment qu'à la fin du XIXe siècle, quand ils arrivent, entre probablement quasi la moitié de la population africaine connaît le statut d'esclave. Ce qui était probablement au moins 10 fois plus qu'un siècle auparavant. Donc c'est vraiment un bouleversement majeur de l'histoire africaine du XIXe siècle. Alors, bon, je m'arrête là, disons, tout ça montre à quel point l'impact de cette histoire négrière a eu des conséquences extrêmement importantes, non pas sur la vie atlantique et sur la vie américaine, mais aussi sur la vie africaine. J'espère avoir un peu galopé à travers le temps, mais vous l'avoir un peu montré. Merci beaucoup, Catherine. Bon, donc, voilà, je voudrais juste, avant, je pense qu'il y a peut-être des questions, juste resituer un petit détail, justement, et le quai de la Fosse dans tout ça, parce que là, on a traversé des siècles et des espaces, et justement, en fait, alors l'histoire nantaise, proprement dite, c'est cette période que Catherine décrivait, de la fin du XVIIe siècle, où arrivent les flottes, le commerce, les marines britanniques et françaises, et les Nantais se sont installés. Le port de Nantes et la navigation négrière, la traite négrière nantaise, elle s'est inscrite à partir de ce moment-là, eh bien, dans la foulée des Portugais, des Hollandais, et elle est à peu près contemporaine du développement aussi de la traite britannique. Et elle a duré tout le XVIIIe siècle, et effectivement, toute la traite nantaise, c'est cette période pré-industrielle, la charnière, entre justement la traite négrière et l'esclavage qu'on pourrait dire ancestral, un peu traditionnel comme les Portugais, et on est passé à un niveau franchement industriel. Et c'est là où effectivement Nantes est devenu extrêmement puissant, comme Le Havre, comme Liverpool. Liverpool est un port qui a été fondé au début du XVIIIe siècle et qui était le premier port négrier d'Europe. Et Nantes est dans cette période-là, c'est le siècle des Lumières. Oui. C'était juste une plaisanterie. Oui. Alors je pense que vous avez des questions. Bon, c'est très vaste tout ça, mais ça nous permet quand même de... Merci beaucoup Catherine, parce que c'est pas facile d'arriver en une heure à essayer de brosser un tableau. Bon, il n'est pas complet, non, mais, pas du tout. Mais en tous les cas, de montrer toute cette perspective historique et surtout toute cette durée et tous ces processus. Voilà. Oui. D'ailleurs, c'est aussi ce que vous me disiez, que Nantes a été a eu aussi ceci de remarquable, qu'elle a beaucoup pratiqué la traite des esclaves, précisément dans la première moitié du XIXe siècle, jusqu'en 1830 des poussières. Alors, on peut, si on veut faire des caricatures, enfin, c'est pas seulement des caricatures. En fait, bon, Nantes a été le premier port négrier français dans tout ce vaste contexte. Ça n'a pas été le premier port négrier d'Europe, c'était Liverpool. Liverpool a fait quelque chose comme 5 ou 6 000 expéditions, Nantes en a fait 1500. Bon, mais il s'est passé un phénomène à Nantes, c'est qu'après la fin de la guerre avec les Anglais, 1815, une fois que Napoléon a été chassé, Nantes est resté pratiquement le dernier port européen à pratiquer la traite illégale. Et ça a quand même concerné, entre 1815 et 1833, pratiquement 300 expéditions. Ça me fournit du travail à pratiquement 6000 marins. Et c'est de là que vient la réputation nantaise, en fait, de port négrier. C'est qu'effectivement, parce que c'est à cette période du 19e siècle où ça y est, quand même, les idées abolitionnistes avaient plus ou moins
moins pris le dessus, enfin bref, où la condamnation de l'esclavage était faite, parce qu'au XVIIIe siècle, quand Nantes était très prospère, comme Bordeaux, comme Le Havre, comme La Rochelle, comme Bristol, le jugement sur la traite et sur l'esclavage n'était pas du tout celui d'aujourd'hui. Bon, et n'était pas non plus celui du XIXe siècle. C'est vrai qu'à Nantes est resté, en tous les cas, le port de Nantes, à la période de l'abolition, n'était certainement pas le port de l'abolition. C'était le port qui, effectivement, combattait l'abolition. Il y a un bouquin qu'on vient de finir au Cahier des Annaux de la Mémoire, qui a été écrit par Éric Saugerat, et qui s'appelle La Bonne Mère, et c'est l'histoire d'un de ces bateaux, justement, de cette période de l'abolition, qui a été combattu. Donc, oui, mais alors, parallèlement à ça, je peux vous dire que du côté africain, dans cette population créolisée, qui était dominante dans une ville comme Saint-Louis du Sénégal. Saint-Louis du Sénégal était une île à l'embouchure du fleuve Sénégal, justement, qui avait été, au début, au XVIe et au XVIIe, surtout au XVe et au XVIe siècle, un grand foyer de la traite des esclaves quand elle n'était pas encore pratiquée plus au sud, mais qui a continué à l'être. Et alors Saint-Louis du Sénégal est dominé par une compagnie française. C'est pas encore une colonie, hein, c'est indépendant, mais enfin disons, c'est un peu le fief de la compagnie du Sénégal, qui est une compagnie à monopole qui fait la traite des esclaves à Saint-Louis. Et les habitants de Saint-Louis se sentent tellement francisés, qu'ils envoient un cahier de doléances en 1789. Cahier de doléances dont malheureusement l'original a été perdu, mais on en a une copie qui est assurément authentique. Enfin, l'original a été perdu. La copie paraît vraiment n'est pas un faux. Elle a été étudiée sous tous ses angles. Et alors, Ibrahim Mathiou, qui est obligé de partir, là, mais qui était là, raconte toujours que quand il fait son cours à l'université du Sénégal, les étudiants disent: on a eu notre cahier de doléances, on a été aussi révolutionnaire. Mais qu'est-ce qu'il disait, le cahier de doléances? Le cahier de doléances était rédigé par les créoles de Saint-Louis. Les créoles de Saint-Louis, c'était les marchands d'esclaves. Et qu'est-ce qu'ils avaient, les créoles de Saint-Louis? Ils voulaient le commerce libre, c'est-à-dire avoir la liberté du commerce non contrôlée par la Compagnie du Sénégal. Et leur revendication, c'était qu'on supprime la Compagnie du Sénégal pour que nous, on nous laisse librement commercialiser, entre autres, les esclaves. Donc, là aussi, il y a eu des zones côtières où, au contraire, les gens ont refusé, puis il y a beaucoup de zones côtières qui ont marché dans ce qui était le marché normal de l'époque, enfin de tous les côtés. C'était normal pour les Européens, c'était normal aussi pour les Africains, de la même façon, je veux dire. Et c'est là que c'est difficile de ne pas faire d'anachronisme en disant, bon, ben, c'était normal pour eux, c'est pas pour ça que c'était normal tout court, bien entendu, que c'est un scandale. Quand on est en 2011, c'est un crime contre l'humanité, mais quand on est au XVIIIe siècle, c'était pas un crime contre l'humanité à l'époque, sauf pour quelques hurluberlus qui, justement, étaient très minoritaires, des deux côtés. Alors, des questions, s'il vous plaît, des questions. Tiens, je vais vous en donner un parce que... Oui, on est équipé, il y en a plein. Oui, les témoignages d'esclaves africains qui sont arrivés aux États-Unis, qu'on trouve dans la littérature portugaise, qu'on trouve peu donc dans la littérature française. À quelle quantité trouve-t-on ces textes-là? Est-ce qu'on peut envisager des traductions prochaines? Est-ce que c'est disponible aux chercheurs français? Pour ces recherches portugaises, ben, la thèse d'Antonio est sous presse, je crois, quasiment. Et c'est vraiment le pionnier dans ces recherches d'archives portugaises. Et puis, ben, il y a des ouvrages en anglais. Equiano, l'histoire de... Ah oui, vous parlez des récits. Oui, les récits. Ben, il y en a, vous savez, quand on
Est-ce qu'ils sont en français ou pas? En tous les cas, sur Internet, vous trouvez toute une série de récits. Les Américains ont fait un énorme travail, sous la pression en particulier des Africains-Américains, pour trouver justement des récits d'esclaves. Ils sont souvent mis sur Internet, libres de droit. Alors, est-ce que du côté... il n'y a pas beaucoup de traduction française. Il n'y a pas beaucoup de traduction française. Je suis incapable de le dire parce que j'ai tellement l'habitude de les lire en anglais que je ne sais plus dans quelle langue je les ai lus. Mais vous avez raison, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quand même un cas, c'est Equiano. Oui, Olodo Equiano. Alors oui, pardon. Et Olodo Equiano, il est extraordinaire parce qu'il est devenu vraiment un érudit. Et il décrit, il fait plus que décrire son voyage, son départ, il fait une étude sur son pays d'origine, sur la traversée, et il a été traduit en français. Il y en a, tout à fait, c'est un des plus parlants. Et il y en a d'autres. Il est fin 18e. Oui, il est 18e. Olodo Equiano, il est 18e. Mais on a retrouvé, entre autres, pour répondre à votre question, alors ça c'est en anglais, une source, enfin un ensemble de sources très particulières. Ce sont des esclaves plutôt peuls, islamisés de la région sahélienne, qui faisaient partie de familles de grandes chefferies qui faisaient le commerce des esclaves. Et qui étaient envoyés par leur père, en général, c'était les jeunes qui étaient envoyés pour aller chercher ou vendre des esclaves ailleurs. Et puis, pof, ils rencontraient des brigands, il y avait beaucoup de brigands, ils se faisaient enlever, et puis c'était eux qui devenaient esclaves. Alors, c'est une catégorie particulière parce que ce sont des gens instruits, qui parlent arabe, qui savent le Coran, qui savent écrire quelquefois, pas toujours, mais souvent, qui partent éduqués. Et ils ont souvent été repérés par les maîtres, pas toujours, mais ceux dont on a des récits, en tous les cas, ont été repérés par leurs maîtres comme un peu particuliers. Ce n'était pas le pecno de base. Ils n'étaient pas esclaves Alors en général, il n'y en a pas tellement parce qu'ils étaient rançonnés, ceux-là, comme dans la course méditerranéenne. Mais la rançon n'arrive pas à temps parce que c'était quand même très loin, c'était difficile, les parents ne sont pas prévenus, etc. Donc ils partent comme esclaves et eux ont raconté la façon dont ils ont été pris. Alors on a retrouvé, et c'est la majorité, enfin je dirais dans le nombre de textes qu'on a, c'est la majorité. Et c'est pas étonnant puisqu'il s'agit de gens instruits au départ, si vous voulez. Donc c'est pas étonnant qu'on ait plus de sources de la part de ces gens-là que d'autres. Alors ça biaise un peu, parce qu'évidemment, c'est un peu particulier comme source. Mais on s'aperçoit que on en a 150 à peu près. Enfin, les Américains en ont repéré au moins 150, plus parce qu'ils en trouvent tout le temps. Enfin, il y a eu un ouvrage, il n'y a pas très, je sais plus, dans les années 2000 qui a été publié avec les commentaires sur 150 récits d'esclaves de ce type qui sont partis d'Afrique et qui ont raconté leur voyage. C'est une source extrêmement intéressante. Mais les paysans de base, les esclaves de base, eux, ils n'ont pas raconté parce qu'ils sont partis sur la plantation, ils ont été traités comme des bêtes et personne ne leur a fait raconter leur histoire, sauf qu'Antonio a une question à poser. Oui, enfin, je vais juste finir compléter, Victor. Et à ça, il faut ajouter, donc à ces travaux qui ont été faits et ces récits qu'on a trouvés, il faut ajouter quelque chose de tout à fait important, une recherche extrêmement sérieuse qui se développe aujourd'hui en Afrique même, par des historiens africains, et qui, justement, se sert de la tradition orale. En Europe, on a tendance à dire pas de documents, pas d'histoire. Bon, mais il y a aussi dans la tradition orale. Je vous conseille la lecture des 4 premiers articles du numéro 14. Ce sont des chercheurs camerounais qui, justement, travaillent sur cette histoire de l'esclavage à l'intérieur de l'Afrique. Alors évidemment, ils remontent pas ils n'ont pas des documents du 15e ou du 16e ou du 17e siècle, mais c'est un travail d'historien tout à fait sérieux et qui est extrêmement original parce qu'il se fonde sur d'autres sources que les sources écrites. Enfin, en partie, il y a des sources écrites aussi, bien sûr, mais ils savent aussi aller chercher la source orale. Et ça, c'est un métier difficile. Antonio. Tu veux le... Attends, je lui donne. Ah, il est là.
Ça y est, oui, là. Merci beaucoup pour cet exposé. Alors, moi, j'ai 3 questions à te poser, donc j'ai beaucoup aimé. Le premier, alors, c'est la question que je me pose, pourquoi la traite, pourquoi une traite aussi massive, sachant que ces esclaves, alors que tu as présenté ces mouvements, ce sont surtout alors des mouvements vers l'Europe du Sud, qui, à cette époque-là, est une Europe sans plantation, sans industrie, sans agriculture. Alors pourquoi avoir besoin d'autant d'esclaves? Et pourquoi avoir mis en place cette traite depuis le XIIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle vers l'Europe? Première question. C'est-à-dire au début, pourquoi cette traite au XVe siècle? Voilà, Oui. cette traite au XVe siècle, sachant que ces esclaves arrivent dans des sociétés où il n'y a pas de plantation, pas d'industrie, pas d'agriculture. Voilà pourquoi 400 000 esclaves vont arriver à l'Europe du Sud et pas en France ou en Angleterre. Oui. À ce moment-là. La deuxième question, alors comment vivre en tant qu'esclave, comment vivre une vie d'esclave dans des sociétés d'Europe du Sud, parce que beaucoup avec l'Europe du Sud, où il n'y a pas de chaîne, où ils ne sont pas fouettés, où ils ne sont pas contrôlés. Alors comment on vit en tant qu'esclave et comment on sort de l'esclavage dans ces sociétés, alors ce ne sont pas des sociétés de la contrainte, ce ne sont pas des sociétés de plantation, c'est des sociétés où les gens se mélangent. Alors comment on vit, où on accepte d'être esclave dans ces sociétés-là, alors qu'on n'est pas contraint, en principe. C'est ma deuxième question. Et ma troisième question, c'est alors comment est-ce que tu relierais ces questions d'une arrivée de ces mouvements de traite entre l'Europe et l'Afrique que tu as très bien présenté, et l'apparition de la question du racisme ou pas dans ces sociétés du sud de l'Europe? Comment on va se poser? Alors la question de la couleur, au départ, tu as bien montré qu'il y avait des blancs. À partir du XVIe siècle, tous les esclaves qui arrivent, quasiment tous sont des esclaves noirs. Est-ce que la question de racisme va se poser ou pas? Tu vois ces questions-là. Alors, racisme, tu as montré qu'il peut exister en Afrique, il existe. Mais voilà comment cette question de l'arrivée de beaucoup, de centaines de milliers d'Africains, va poser la question du racisme ou pas en Europe. Est-ce qu'il y a un racisme différent qu'on connaît en Amérique? Voilà. Oui. Alors, pour la première question, effectivement, alors il y a plusieurs, c'est-à-dire il y avait toujours utilisation d'esclaves pour un certain nombre de travaux de force où ils étaient quand même très embrigadés, les mines en Espagne, les galères, les rameurs. Il y avait les bagnards, mais enfin il n'y avait pas suffisamment de bagnards pour toutes les galères quand même. Et alors ceci a été étudié par une chercheuse dont j'ai oublié le nom, mais il y a un ouvrage très intéressant qui est paru en 2000 à l'EHESS justement sur cette question de l'esclavage au XIVe et au XVe siècle, 15e, 16e siècle, dans la péninsule ibérique en particulier. Et alors, il y a certains facteurs explicatifs. J'ai parlé du fait que la provenance d'Europe de l'Est était tarie par la prise de Constantinople, enfin, entravée par la prise de Constantinople. Et puis, la peste noire, quand même, qui fait qu'il y avait encore une demande de main-d'œuvre. Bon, ben, ceci dit, je ne suis pas spécialiste de la période, alors j'ai bien du mal à en trouver d'autres. C'est effectivement 150 000 pour un siècle, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Alors, l'ouvrage auquel je fais allusion repose sur beaucoup d'archives particulières qui racontent des histoires de vie, qui montrent la difficulté. Le fait qu'effectivement, certains de ces esclaves, qui ne discutent pas la situation d'esclaves d'ailleurs, parce que l'esclavage était quand même quelque chose qui n'était pas illégal, donc, mais qui peuvent, il y a beaucoup d'affranchis aussi, enfin bref, c'est très mêlé, mais d'une certaine façon, où pouvaient-ils aller? Leur couleur leur montrait qu'ils étaient esclaves. En tous les cas, ce type d'esclavage, il est attesté partout, y compris en France, où
On sait qu'au XVIIIe siècle, alors qu'en France, l'esclavage était considéré comme illégal par une décision d'un parlement depuis la fin du XVIe siècle, si je me trompe. On mettait le pied sur le sol français, on n'était plus esclave. Mais en fait, il y en avait beaucoup dans l'arrière-pays, en particulier dans l'arrière-pays de Bordeaux, peut-être dans l'arrière-pays nantais, mais ça, c'est une chercheuse américaine qui a publié un bouquin très intéressant, justement d'après les archives, en particulier les archives judiciaires françaises, parce que comme c'était illégal, la justice disait, mais il y a des esclaves là, c'est pas normal. Et en 1700, à la veille de la Révolution française, enfin dans les années 1770, ils estimaient qu'il y avait 4000 esclaves à Paris. C'est tout à fait surprenant, mais ça c'est les archives de justice de l'époque qui le disent, et justement c'était illégal. Donc il y avait de l'esclavage qui était pratiqué un peu de la même façon que je dirais aujourd'hui en Mauritanie, l'esclavage est pratiqué alors qu'il est interdit par la loi, et que tout le monde sait que c'est illégal. N'empêche que c'est considéré comme tout à fait normal par un certain nombre de familles mauritaniennes. Donc ça devait être le même genre de pratique, je pense. Et il a fallu que l'esclavage devienne, que l'opinion prenne conscience que l'esclavage c'était mal, pour qu'on n'accepte plus le fait qu'un esclave existe et qu'il puisse dire non, j'ai le droit de ne pas être esclave. Il y en a un certain nombre dans des cas isolés qui l'ont fait, enfin c'est rare. Je crois que c'était pas conçu à l'époque. Enfin, c'est difficile de se remettre dans l'esprit de l'époque, mais je pense que c'est une application globale. Et ton autre question, c'était sur... Ah oui, pourquoi parce qu'il n'y avait pas d'industrie, mais il y avait toujours des travaux de force. J'ai cité les mines, j'ai cité les travaux des ports, aussi c'est très important, tous les portages des dockers, enfin tous les travaux de force, les travaux les plus durs étaient confiés aux gens les plus bas dans le statut social. Donc si on pouvait avoir des esclaves, et il y a vraiment des documents où un propriétaire d'une mine dans le sud-ouest de l'Espagne commande à un Portugais une cinquantaine d'esclaves pour ses mines. Ah ben c'est dans les papiers, je voudrais une cinquantaine d'esclaves, je fournir une cinquantaine d'esclaves, donc c'était bien des esclaves. Et donc ils allaient bien dans les mines. Alors on n'a pas le détail, ça, mais c'est aux spécialistes d'explorer davantage. Enfin, je ne vais pas explorer les mines du 15e siècle, les sources du 15e siècle, les mines que sont les sources du 15e siècle, mais c'est vrai qu'il paraît de plus en plus établi que l'esclavage n'avait pas été aboli avec la fin de l'Empire romain. Ça, c'est une idée pieuse des historiens européens, occidentaux. Moi, dans ma jeunesse, j'ai appris qu'il n'y avait pas d'esclavage. Un peu plus tard, j'ai appris qu'il y avait eu de l'esclavage au moins jusqu'au Xe siècle par les médiévistes du genre Guibois qui avaient travaillé sur la question, jusqu'au Xe siècle de notre ère. Et puis maintenant, j'apprends qu'il y avait de l'esclavage qui a repiqué très fort au XVe et au XVIe siècle, et qu'il y en avait encore au XVIIIe. Et que de temps en temps, il y en a encore aujourd'hui, d'ailleurs. Donc c'est difficile, c'est effectivement un peu fuyant. Alors qu'est-ce que c'était qu'être esclave? Effectivement, est-ce que la condition de l'esclave en Europe était la même c'était pas la même ou pas la même qu'une condition d'un esclave sur une plantation américaine? Si c'est dans les galères ou dans une mine, probablement c'était assez comparable. Si c'est dans les villes, dans les villes américaines aussi, américaines au sens large, vous aviez toute une série d'artisans qui en fait étaient des esclaves loués et qui étaient de facto apparemment libres, sauf qu'ils étaient esclaves de statut. Et puis alors en Afrique, ça Ibrahim Atioub l'explique très bien, c'est aussi autre chose. En Afrique, alors c'est assez, j'allais dire c'est un peu vicieux comme perspective, mais c'est assez terrifiant. L'esclave, c'était celui qui venait d'ailleurs. Par conséquent, toujours, on a intérêt à prendre un esclave ailleurs, parce que sinon il va retourner chez les siens et il va s'enfuir. Donc il faut qu'il soit loin de chez lui. En Afrique, il était loin de ses ancêtres, donc il était coupé des ancêtres. Donc le culte des ancêtres qui est fondamental dans les religions du terroir, l'esclave n'avait plus d'ancêtres par définition.
Donc sa descendance n'a plus d'ancêtre non plus. Donc on est esclave de descendants en descendants jusqu'à aujourd'hui, où bien entendu l'esclavage a disparu officiellement depuis longtemps, mais dans des pays à la société très hiérarchisée, comme au Sénégal ou au Mali ou au Niger, les gens savent par le nom quelle est l'ascendance, c'est-à-dire si les ancêtres, assez lointains, à 5 ou 6 générations ou plus, ont été des aristocrates, ou simplement des hommes libres, ou des castés, ou des esclaves. Et la recherche a été entravée jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps par le fait qu'on ne pouvait pas traiter quelqu'un d'esclave, parce que c'est une injure suprême. À la rigueur, on pouvait glisser, oh celui-là il est casté. Par exemple, je donne un exemple, comment s'appelait-il, Ammar Mouktarbo, qui a été président de l'UNESCO pendant 2 ou 3 mandatures, qui était un grand homme politique. On disait qu'il n'avait pas pu faire de carrière politique au Sénégal parce qu'il était cassé, il était de la caste des cordonniers. Et que donc, il était impensable qu'il ait une position d'autorité alors qu'il descendait, qui faisait partie qu'il était cassé. Or, il n'était plus cassé, ça n'existe plus les castes, légalement, bien entendu. N'empêche que dans la tête des gens, ça continue à exister. Et par le nom, on sait très bien, un tel, on pourra dire communément ou en plaisanterie, c'est un esclave. Bien entendu que c'est plus un esclave, ça peut être un professeur d'université. Mais n'empêche que, socialement, il peut y avoir des mésalliances, comme il y a encore 50 ans, j'ai connu un couple d'amis qui ne voulaient pas se marier, c'était un cas de conscience épouvantable, parce que lui était catholique et elle était protestante. Donc quelle sera la religion des enfants? Donc ils ont mis 10 ans à se marier avant de résoudre ce problème. Et puis quand on leur pose la question aujourd'hui, ils disent bon, les enfants, ils n'ont pas de religion. Donc il y a 50 ans en France, c'était très fort. Ça pouvait être très fort dans certains cas, et puis ça disparaît. Donc ces pressions sociales, elles sont encore très fortes dans les sociétés hiérarchisées africaines, comme elles l'étaient il n'y a pas tellement longtemps chez nous. Et que ça existe encore dans certaines catégories sociales, il ne faut pas se faire d'illusions. Bon, oui, vas-y. Attends, tu prends le micro là, s'il te plaît. Oui, dans la chronologie que vous avez tracée, il y a le mot capital, qui est très la postérité, qui est cet instant-là au XVIIe siècle où le blanc devient supérieur au noir. Alors, oui, ça c'est la question que vous m'avez posée. Voilà, donc oui. la seconde de recherche dont vient de parler Jean-Marc dans l'introduction, je suppose que ça va être un sujet très intéressant pour le futur centre de recherche. Oui, c'est le sujet du Staraco. Oui, tout à fait. Et puis, la question du professeur sénégalais qui est là, il est parti. Oui, alors l'histoire du racisme anti-noir, c'est vraiment très... c'est très intéressant et c'est progressif, si vous voulez. Ça monte progressivement. Dans les temps anciens, les esclaves, c'était ceux qui n'étaient pas de la même culture. Chez les Grecs, c'était les non-Grecs. Ils étaient barbares. C'était les barbares. Les barbares, ils étaient bons à rien sauf à être esclaves parce qu'ils étaient barbares. Ils n'avaient pas la culture. Chez les musulmans, c'est un peu la même chose. C'est les non-musulmans. Donc on pouvait les mettre en esclaves parce qu'ils n'étaient pas musulmans. N'empêche qu'une fois qu'ils étaient mis en esclavage, s'ils devenaient musulmans une fois mis en esclavage, ils restaient esclaves. Parce que quand même, il fallait les garder. Et puis, le sentiment anti-noir monte avec le nombre croissant de noirs qui sont traités comme esclaves. Et ça, on le voit apparaître d'abord chez des écrivains arabes du 9e siècle, 9e, 10e siècle, des descriptions de catégories de noirs, alors en particulier de femmes noires. Alors il y a certaines races, on disait à l'époque, traduction de l'arabe, certaines catégories, elles sont gracieuses, elles sont agréables, on peut les prendre bien comme concubines, etc. D'autres sont très laides, d'autres sont méchantes, enfin bref, et puis ils sentent mauvais, enfin on voit apparaître ces différentes notions, ça apparaît dès le 9e, 10e siècle. Et puis
ça se démultiplie avec l'augmentation du nombre de Noirs, en particulier dans les îles. C'est dans les îles, dans les Antilles, en particulier, que le racisme anti-noir se développe. À partir du moment où dans une île, vous avez 10 fois plus, voire 25 fois plus de Noirs que de Blancs, les Blancs sont les maîtres et les Noirs sont les esclaves, bon, ben, il y a un rapport de force, un rapport de peur qui s'installe, qui fait que le Noir est inférieur. Donc c'est pour ça qu'il est esclave, et c'est pour ça qu'on a le droit de taper dessus et de le tuer s'il ne fait pas ce qu'on veut. Et finalement, pour là je disais, la traite atlantique a cette particularité par rapport à toutes les traites qui ont existé dans l'histoire du monde, c'est qu'elle fait devenir l'esclave exclusivement noir. Avant, les esclaves pouvaient être de toutes les couleurs. Mais avec la traite atlantique, ça affirme le fait, qui n'était pas encore le cas au XVIe siècle, mais qu'il devient vraiment au XVIIe, que finalement, les seuls qu'on rend comme esclaves, c'est les Noirs, parce qu'ils viennent tous d'Afrique, ils sont tous noirs, d'Afrique au sud du Sahara. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez l'explication. Et puis, au XVIIIe siècle, qui est quand même le siècle des Lumières, où les philosophes disent tous les hommes devraient être égaux, donc il faut bien que tous les hommes doivent être libres, pas égaux, libres. Alors ça devient embêtant, parce que si tous les hommes sont libres, les Noirs aussi sont libres. Alors pourquoi fait-on des esclaves? Parce que ce n'est pas vraiment des hommes, enfin on dit ça pas comme ça, mais c'est une race inférieure. Et donc l'idée de race, véritablement, va se développer à la fin du siècle des Lumières, à la veille du XIXe siècle, et elle va se progresser tout au long du XIXe siècle, et est en somme la justification du fait que les Noirs sont utilisés comme des inférieurs parce qu'ils sont inférieurs. Et ça devient un credo scientifique dans le dernier tiers du XIXe siècle. C'est la conviction, enfin c'est le savoir de l'époque. Le savoir de l'époque dit qu'il y a, ça dépend des savants, entre 3 et 5 races. Mais en tous les cas, il y a les 3 races principales, la blanche qui est la supérieure, la noire qui est l'inférieure, et puis les jaunes qu'on met un petit peu entre... Et puis c'est très tenace, ça, parce que vous le trouvez encore, la définition des 3 races, vous la trouvez dans les petits dictionnaires du niveau des écoles et des collèges des années 1960-1970. Ça disparaît en 1970. Et dans les instructions ministérielles de l'éducation, des programmes d'enseignement sur l'Afrique, ça c'est très révélateur, le programme, l'Afrique était au programme en géographie de 6e. Moi, c'est ce que j'ai fait, et c'était resté comme ça très tardivement. Dans mon temps, et pour le temps de mes enfants, c'était aussi la géographie, on étudiait la géographie générale et la géographie de l'Afrique en 6e. Et bien jusqu'en 1970, dans les instructions ministérielles, il y avait une phrase, très certainement oubliée, parce que vous savez, l'instruction ministérielle, ça a 50 ou 60 pages, mais on s'est aperçu qu'elle était là encore. À l'occasion de l'étude de l'Afrique, on étudiera les 3 races. C'était dans les instructions ministérielles jusqu'en 1970. Ça avait été oublié, bien entendu, parce qu'on savait depuis 1925 que l'espèce humaine, c'est une. La génétique l'avait démontré dans les années 1925. Mais jusqu'en 1925, les savants pensaient effectivement qu'il y avait 3 races. Les anthropologues physiciens de la fin du XIXe siècle ont passé leur temps à faire des mesures, mesurer le crâne, mesurer la longueur, le rapport entre l'humérus et le radius. C'était un très savant, Broca, voilà, il était tout à fait raciste, enfin, il était tout à fait dans ses théories. Et Broca, c'était un médecin célèbre de la fin du XIXe siècle, qui a donné son nom à un hôpital, qui avait pensé trouver c'est une histoire absolument authentique, hein. Il avait pensé trouver la preuve de la supériorité des Blancs dans le rapport entre la longueur de l'humérus et du radius. Je ne me souviens plus quel était, s'il fallait que l'humérus ou le radius soit plus grand que l'autre, je ne sais plus. Et il pensait que le rapport était tel que c'était vraiment démontré, et il a voulu le tester sur les mensurations qui avaient été prises au début du XIXe siècle sur la Vénus hottentote, cette fameuse esclave d'Afrique du Sud qui était morte en 1815 à Paris et qui a été disséquée par Cuvier en 1815. Et puis patatras,
sa théorie s'est effondrée parce que la Vénus aurantotope aurait été plus intelligente que le plus intelligent des Blancs. Donc, c'était pas ça, la différence entre les races. Mais vous voyez où on en était, au niveau scientifique, parce que c'était pas des benets qui faisaient ça. On voulait vraiment trouver pourquoi la race blanche était supérieure aux autres. Alors ça a été démoli avec la génétique qui a démontré qu'on venait tous du même ADN et que donc l'espèce humaine était une. Et la définition de l'espèce, c'est que tout le monde peut se croiser et avoir des enfants. Et par conséquent, la couleur importe aussi peu que la couleur des yeux. La couleur de la peau importe aussi peu que la couleur des yeux. Mais avant que ça passe dans l'opinion populaire, il a fallu un demi-siècle, en 1920-1970. C'est le premier biologiste qui a fait de la vulgarisation scientifique qui a fait tilt dans l'opinion, c'est Jacquard, dont le premier ouvrage du genre date de 1976, je crois. Donc c'est relativement récent, hein, c'est il y a un demi-siècle. Et ce racisme-là, c'est ce racisme qui a engendré le nazisme du XXe siècle. Hitler a été nourri du savoir des eugénistes, qu'on appelait des eugénistes de la fin du XIXe siècle. Il reposait sur les théories raciales de la fin du XIXe siècle. Voilà. Bon, je crois qu'on va... Oui, alors donc, on a terminé effectivement, mais Catherine, sur la vraie question, quand on s'occupe, finalement, on a toujours ça dans la tête, quand on s'intéresse à tout ce passé, et d'où vient cette idée raciste. Et bien, effectivement, ce qui est très intéressant quand même, juste pour réfléchir à ça, finalement, c'est très récent, ça vient du siècle, pas du siècle dernier, on est au 21e maintenant, mais ça vient fondamentalement du 19e siècle, et qu'est-ce que l'on peut observer? C'est qu'en fait, c'est pas parce que l'on était raciste que l'on était dégrillé, mais c'est parce que l'on était dégrillé qu'on est devenu raciste. Il faut pas... Ah oui. Oui, c'est ça. On a toujours tendance à dire, bon, ce sont les racistes qui ont fait la traite. Non. La traite a généré, en fait, il faut prendre le racisme, bon, pour des tas de raisons. Il y a quelque chose de fondamental, comme vous dites, par rapport à l'histoire, en fait, le monde arabe des débuts, etc. Mais de toute façon, c'est une construction idéologique. Faut aussi bien penser à le voir comme ça, une construction idéologique finalement récente et qui s'est complètement développée à la fin du XVIIIe siècle et le XIXe siècle, et ce qu'on appelle le racisme scientifique, et qui, je crois, a eu beaucoup d'autorité parce qu'il s'est fondé sur des arguments qualifiés, en tous les cas scientifiques. À l'époque où le siècle des Lumières classait les espèces, classait les choses, on a classé les hommes, on a appliqué la méthode scientifique aux êtres humains comme on l'appliquait à d'autres, et avec beaucoup d'autorité, parce que c'est quand même, la science, c'est pas non plus, la science a fait effectivement des prouesses. Et quand on se réclame de la pensée scientifique, effectivement, on a de l'autorité. Et c'est tout ce débat théorique difficile, mais il faut pas être, comment dirais-je, désespéré, c'est pas vieux. C'est une construction récente, mais c'est quand même quelque part, et ça nous concerne, c'est quand même une construction de notre monde moderne et de notre pensée scientifique. Donc quand aujourd'hui on a affaire à la science, etc., elle est effectivement remarquable, mais il faut quand même jamais oublier que la science a fait des erreurs majeures. Et peut-être qu'on est aussi, aujourd'hui, on est devant des erreurs majeures qu'on ne voit pas. Dans tous les cas. Oui. Alors, oui, je voudrais dire effectivement, les grands textes sacrés, la Bible comme le Coran, ne sont pas racistes, contrairement à ce qu'on pense. Alors, on pense toujours, enfin, si vous connaissez l'anecdote, au mythe de Cham, c'est-à-dire Noé s'est enivré, il s'est mis tout nu. Il a son plus jeune fils qui l'a vu tout nu et qui s'est mis à rire et qui a appelé ses frères pour lui dire « Regardez comme c'est comique, notre père est tout nu ». Et les deux frères aînés ont été très choqués, arrivent avec une couverture, couvrent le corps de Noé, pudiquement. Noé se réveille, il est dessoulé et il maudit le fils qui a ri de lui. C'est ce que dit la Bible. Mais au 11e siècle, 10e, 11e siècle, je me trompe peut-être d'un siècle, mais ça n'a pas grande importance, c'est repris par des exégètes, au 3e siècle d'abord, par un exégète chrétien. Et c'est repris sous la forme du mythe de Cham, c'est-à-dire que le troisième fils,
il s'appelait Cham, ou c'est son fils qui s'appelait Cham, je ne sais plus, enfin, a engendré les Noirs, et c'est pourquoi les Noirs sont maudits. Mais ça, c'est une construction qui apparaît un petit peu au Moyen-Âge, et qui est reprise, redécouverte par des exégètes chrétiens du début du XIXe siècle. Et c'est à ce moment-là que ça devient le credo. Et le plus extraordinaire, c'est que c'est resté dans ces dictionnaires, Larousse ou Hachette, etc., sous cette forme-là. La Bible dit que Cham a engendré les Noirs parce qu'il a été maudit par son père Noé. Et c'est extraordinaire, c'est une pure construction idéologique du XIXe siècle. Parce que vous vous reportez au texte original, donc c'est bon, il a été maudit, alors évidemment, c'est pas bien, mais on ne sait pas du tout ce que ça a donné. Et au contraire, il y a une anecdote tout à fait étonnante, très intéressante dans la Bible que j'ai lue à fond, justement, je n'avais jamais fait, mais je l'ai lue à fond pour chercher les notations de couleurs dans la Bible. Et il y en a une autre qui est très intéressante sur Moïse. Moïse alors selon les traductions de la Bible, où il est épousé, ou bien il a pris une femme éthiopienne. Alors éthiopien, ça voulait dire noir, parce que éthiopien, ça veut dire peau brûlée, ça vient du grec. Il a pris une femme éthiopienne. Et sa sœur, Sarah, est scandalisée et lui fait des reproches. Et Dieu se fâche, entoure Sarah d'un nuage, et lorsqu'elle ressort du nuage, elle est blanche et lépreuse. Moi, je trouve que cette anecdote est merveilleuse, parce que justement, elle est antiraciste. Voilà, bon, bah, sur cet éclat de rire, c'est une très bonne manière de voir les choses ici. Je crois qu'on va se quitter, parce que, oui, c'est l'heure d'apéritif. La contraigne. Voilà, ben merci beaucoup de votre présence, de votre attention. Donc vous avez un peu la liste des autres conférences. Alors vous êtes les bienvenus, bien entendu, le mois prochain pour la suite de toutes ces réflexions. Et voilà, un peu comment nous concevons. Pensons qu'effectivement, il y a ce passé qui laisse des traces, dont on ne sait que faire. Et il faut effectivement s'instruire. Et c'est comme ça qu'on arrivera peut-être à le dépasser.